Hello, bienvenue sur le podcast Le Magicien, un podcast qui va parler tarot, mais aussi d'entrepreneuriat, de liberté et de comment oser prendre sa place. Je m'appelle Fabienne Larnicole, je suis formatrice et coach. J'utilise le tarot comme outil de compréhension de soi et de communication avec l'invisible. Je le transmets à travers mes accompagnements et mes formations. Sur tous ces sujets, je te dévoilerai les coulisses de mon métier et comment le tarot m'a aidé à avancer dans ma vie et à libérer mon potentiel. J'espère que tu pourras y trouver des clés pour vivre ce qui t'inspire. Chaque semaine, seul ou avec mes invités, nous allons explorer ensemble les enseignements du magicien. Alors si tu es prêt ou prête à me suivre, installe-toi et c'est parti pour l'épisode du jour. Et aujourd'hui, sur le magicien, j'ai l'immense plaisir de recevoir Marie, que vous connaissez sans doute tous si vous êtes sur les réseaux YouTube et Instagram, Marie de Mystic Moons. Hein, c'est le nom de ton site. Bonjour Marie. Bonjour Fabienne, ravie d'être là. Ravie de t'accueillir aussi. Marie, je t'ai connue du coup sur les réseaux sociaux, on en parlait juste avant de débuter l'épisode. Tu as débuté en même temps que moi en 2018 sur Instagram. Et très vite YouTube, je pense, hein, tu as très vite monté une chaîne YouTube et on a démarré ensemble et on a fait aussi quelques petites collaborations ensemble sur un calendrier de l'Avent et j'étais toujours suivie sur les réseaux, j'aime beaucoup ce que tu proposes. Maintenant, Mystic Moons a énormément évolué, tu vas nous en parler et je suis ravie de t'accueillir du coup sur ce podcast. Tu peux toi nous en dire plus sur qui tu es? Oui, donc moi c'est Marie et comme tu disais, j'ai créé Mystic Moon en 2018 avec pour objectif de rendre accessibles les pratiques ésotériques. Et donc j'ai créé tout un univers et des contenus autour de ça. Et en effet, ça a vachement évolué depuis. Donc je suis super contente. Il y a une belle communauté qui soutient le projet. Et donc je propose plein de choses autour des pratiques ésotériques, que ce soit magie, spiritualité, paganisme, sorcellerie. Et il y a aussi un peu de divination. Du coup, le tarot est vraiment comme un outil pour moi. Je ne suis pas tarologue en effet, mais j'utilise le tarot dans mes pratiques. Et voilà, je peux proposer autant des cours, des retraites, des ateliers, des conférences. C'est très très large. Et j'ai même créé un oracle il y a pas longtemps. Et voilà, en gros c'est ça. Tu peux nous en dire plus sur cet oracle? Parce qu'effectivement, cette année, tu as sorti un jeu qui a été édité, je ne sais pas chez quel éditeur. C'est le lotus et l'éléphant. Voilà, et c'est l'oracle Mèche saisonnière. Donc, c'est un oracle pour explorer les cycles des saisons et les cycles de la vie, et qui a plutôt, je pense qu'on va en reparler d'ailleurs dans le podcast, qui a plutôt une idée d'accompagner aussi dans les pratiques rituelles et magiques, puisque j'utilise beaucoup les cartes pour ça. Ok. Donc, ton entreprise Mystic Moons, c'est un grand partage. Je trouve que moi, ce qui te caractérise, Marie, c'est vraiment le partage. Si on peut parler de Mystic Moons comme ça, dès le départ, tu donnes énormément de contenu gratuit. Tu donnes énormément. Du coup, ça a commencé avec un webzine qui existe toujours, hein, avec beaucoup d'articles. Je suis impressionnée du nombre d'articles que tu écris pour ta communauté. Ce qui te caractérise, c'est beaucoup, beaucoup ça. Et donc, avec cet oracle, ça marque le fait qu'un éditeur soit venu te proposer justement d'être édité. Je trouve que c'est juste. Ton oracle est très, très beau au niveau des illustrations. Je l'ai vu passer comme ça. Je suis sûre que les textes aussi, puisque je pense que c'est toi qui as écrit les textes du livret. Oui. Du coup, juste pour remettre l'honneur à l'illustratrice qui est Leslie, c'est pas moi qui ai illustré les cartes. C'est de l'aquarelle fait main, donc c'est un peu particulier comme oracle. Et voilà, en effet, c'est moi qui ai écrit le livret. Donc bravo à toi pour tout ce partage. D'ailleurs, tu étais venu. Alors, cet oracle parle des cycles. Tu étais venu d'ailleurs sur mon compte Instagram quand je faisais des lives à l'époque. Aussi, on avait fait un live ensemble pour parler de ce travail du cycle parce que ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi. Moi, je travaille énormément avec les cycles et ça m'apporte énormément. Donc, je partage ça aussi avec ma communauté, les tirages aux nouvelles pleines lunes et puis suivre aussi les saisons, les périodes, se laisser aller à accepter justement des moments plus lents que des moments plus forts. Ça, c'est pour moi la base du travail du cycle. Et ton travail, il est vraiment aussi basé là-dessus. Donc, l'oracle magie saisonnière, je trouve que c'est une très belle idée d'oracle. En tout cas, je l'ai jamais vu, hein, je l'ai pas vu, mais je sais, ce n'est pas un podcast sponsorisé, mais je sais que cet oracle est bien construit. Merci. On revient à notre interview. Je voulais savoir, Marie, quelle est ton histoire avec le tarot?
Le tarot ou les oracles, c'est vrai qu'on parle beaucoup de tarot sur le magicien, mais si c'est avec les oracles, sens-toi libre. J'ai commencé avec le tarot, pour le coup. Ah, Donc, ça me vient de parler de ça. Et donc, si des personnes me connaissent, vous allez peut-être un peu être surpris, puisque moi, j'ai commencé dans le milieu ésotérique par le spiritisme et le spiritualisme. Donc, tout ce qui va être en lien avec l'exploration de l'invisible. Et donc, j'étais beaucoup en contact avec des voyants, médiums, et qui utilisaient le tarot comme support de communication avec l'invisible. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé le tarot. C'est vraiment mon support de voyance et de médiumnité. Et c'est par la suite, quand j'ai développé mes pratiques ésotériques vers plus du paganisme, de la magie, de la sorcellerie, que j'ai découvert tout un univers avec le tarot, qui était aussi utilisé dans le cadre d'exploration personnelle. Mais vraiment, voilà, mon tout début, c'était communication avec l'invisible. Et ensuite, ça a évolué plus vers des aspects introspectifs, personnels, pour finir maintenant aujourd'hui comme aussi un outil pour m'aider dans mes pratiques magiques, définir mes rituels et comment je peux mettre en place mes rituels. Les oracles sont finalement venus assez tard dans ma pratique, donc oui, le tarot a été là dès le début, je pense. c'est très intéressant ce que tu dis, parce que découvrir le tarot comme support de communication avec l'invisible est très puissant. Moi, je l'utilise aussi, ou encore comme ça. Même si on dit, OK, le tarot, c'est un outil pour de développement personnel, psychologique, de projection, etc., qui peut nous aider à mieux se comprendre, qui est vraiment un bel outil pour ça. Mais le tarot est aussi un messager. Est-ce que tu as encore gardé justement un peu de cette pratique qui existe encore chez toi? C'est vrai que je vais moins peut-être communiquer dessus et le partager largement parce que ça demande un accompagnement. On peut pas juste dire on utilise le tarot pour pratiquer communiquer avec l'invisible. Ça demande un peu de structure, de ritualiser autour de tout ça. Mais oui, aujourd'hui, grandement, je l'utilise. Alors, j'utilise essentiellement les arcades majeures pour le faire. Hmm. Mais c'est vrai que je suis pas du coup dans une pratique d'exploration du tarot de manière très archétypale comme on le voit beaucoup aujourd'hui, et vraiment plus comme un intermédiaire, quoi. Pour moi, le tarot reste un intermédiaire, que ça soit pour mon invisible à moi que pour l'invisible qui m'entoure, quoi. C'est vrai que moi, je l'ai expérimenté aussi dans ma pratique comme outil de communication avec l'invisible. Je l'ai dit d'ailleurs une fois dans une présentation qui me concernait. Je l'ai compris dans mon exploration du monde végétal, puisqu'on reçoit par exemple là sur le festival, et j'ai fait un stage l'an dernier avec Marine Lafont, qui est la cueilleuse sauvage, je sais pas si tu connais, et Sandrine de Bormann, qui ont écrit le tarot des plantes sauvages, qui méditent avec les plantes, qui rentrent en contact par méditation avec les plantes. Et finalement, elles m'ont appris aussi à reconnaître des signes et des messages de la plante sans utiliser les cartes. Mais à un moment donné, je trouve que les cartes, j'avais créé un atelier pour ça, pouvaient rentrer par exemple par l'odeur, avec l'orange douce, avec la verveine, et utiliser une carte pour recevoir le message. Une fois qu'on s'est connecté à la plante, ça peut être à tout autre esprit, hein, mais moi c'est vrai que j'ai exploré cet esprit des plantes, et d'utiliser une carte pour recevoir un message, même avec des gens complètement neufs dans cette histoire-là. C'est vraiment très très beau et très très juste ce qui se passe dans ces explorations-là. Donc voilà, ça peut paraître un peu perché par rapport à ce que moi, justement, je propose plutôt en tarot de coaching, etc. Mais j'aime bien explorer aussi cette partie un petit peu plus spirituelle des cartes. Donc ça me fait très plaisir que tu partages cette pratique-là aussi. Oui, enfin, juste pour terminer, ça remet le tarot à une autre place parce que du coup, pour moi, le tirage n'est pas une finalité. Mhm. Qu'est-ce que je vais faire de ce message? Comment je vais l'interpréter? Qu'est-ce que ça va me permettre de réaliser? C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de pratiques du tarot où le tirage est la finalité, là où moi, c'est juste un point de passage, quoi. Très juste. Même en coaching, en fait, c'est rebondir avec des questions. Pour moi, le tarot me pose des questions et c'est à moi d'y répondre, en fait, tu vois. Ouais. Donc, super. Donc ça, c'est ta pratique. Est-ce que tu as une pratique personnelle, justement? Est-ce que toi, tu nous as dit, donc tu l'utilisais pour être en lien avec le monde de l'invisible. Ouais. Moi, je t'ai parlé des plantes, mais peut-être que tu peux nous parler de quel monde, toi, tu vas explorer, justement. Ouais. Alors, je questionne beaucoup les cartes pour la connexion aux esprits du territoire, des lieux, parce que je travaille beaucoup avec ça. Donc, comprendre les énergies qui m'entourent, de mon foyer, de mon village. Voilà, tout ce qui est esprit du territoire, c'est quelque chose qui est très présent dans mes croyances et mes pratiques.
Ça peut être par rapport aux ancêtres. Ça peut être lié aussi à des éléments, parce que je travaille beaucoup avec les éléments. Et puis, ça vient aussi questionner les énergies des cycles, beaucoup. Notamment, j'organise des challenges tous les 3 mois pour faire des passages de saison où on va questionner les cartes pour questionner les énergies qui nous entourent, mieux les comprendre et pour pouvoir mieux s'y connecter, quoi. En gros, c'est ça l'idée, quoi. Donc voilà, j'ai plein de petits tirages qui me permettent d'explorer tout ça, quoi. Les challenges dont tu parles, c'est des challenges, je les vois passer, mais bon, sincèrement, j'ai jamais le temps de les faire. Bien sûr. Aucun challenge d'Internet, j'ai le temps de les faire, mais j'aimerais tellement, je les vois passer. Du coup, c'est des challenges, je crois, ils sont bien complets, hein, bien fournis encore une fois. Hein. Tu partages 1 mois de tirage, je crois, quelque chose comme ça. En fait, par exemple, là, au mois de septembre, c'est du 1er au 23 septembre parce que le 23, c'est le jour de l'équinoxe d'automne. Mm. Donc, c'est ça, en fait. J'accompagne le passage d'une saison à une autre avec un thème chaque année qui est différent. Et en ce moment, justement, cette année, c'est la divination, le thème. Parce que l'automne, pour moi, c'est une super saison pour explorer la divination, quoi. Super. Donc, si vous voulez faire le challenge de Marie, c'est sur ton compte Instagram, en fait, Mystic Moons, hein. C'est ça. Je laisserai de toute façon ton compte Instagram et ton nouveau site, je crois, hein, que tu as lancé cette année, un site nouvelle formule. Tu vois, je suis dans la barre de description de cet épisode, vous trouverez tout ce qu'il faut pour rejoindre Marie et son travail et toute la richesse de ton webzine, du coup, avec plein d'articles, si la sorcellerie vous intéresse et puis aussi la connexion au cycle, la magie saisonnière, toutes ces choses-là qui te caractérisent. Est-ce que dans ta pratique, justement, il y a des choses qui ont évolué, que là, en ce moment, tu utilises le tarot du coup dans tes accompagnements, dans les cartes, enfin, des tirages, tu vois, tu partages dans une newsletter des tirages dans les nouvelles pleines lunes aussi. Ça, c'est quelque chose que tu maîtrises bien, oui. Est-ce que tu sens une évolution justement dans ta pratique des cartes? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu aimerais explorer avec? Oui. En ce moment, ça tombe bien, je suis en pleine exploration un peu de storytelling. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, j'étais vraiment dans une exploration de tirage. Donc, je fais mon tirage et j'interprète mon tirage, où il y a déjà une histoire qui se crée entre les cartes, parce que je vais tirer plusieurs cartes. Mais on va dire que ça a un peu évolué dans l'idée où j'essaye en fait de comprendre l'histoire du tarot, le voyage qu'il propose globalement. Pour les amateurs de tarot, je pense que ça paraît une évidence. Pour moi, ça ne l'est pas forcément puisque j'ai vraiment toujours, comme je disais, pris le tarot comme un outil et pas comme une finalité. Là, je trouve que je suis en train d'aller explorer le tarot aussi comme une finalité, de quelle histoire il a à raconter globalement. Alors moi, je suis beaucoup sur les arcanes majeures. Je suis un peu fâchée avec les mineurs, j'avoue. Et pourquoi? J'essaye avec les mineurs, mais c'est beaucoup plus compliqué pour moi. Donc voilà. Je disais pourquoi t'es fâché avec les arcanes mineurs, mais c'est intéressant parce que les arcanes mineurs, justement, ils sont représentés par des éléments aussi. Et toi, tu utilises Oui. beaucoup les éléments dans ta pratique. Moi, j'adore les arcanes mineurs. C'est pour ça que ça m'interroge. J'ai réagi. Ah bon? T'aimes pas les mineurs? Mais ils sont géniaux. Comment ça? Comment ça? En fait, parce que dans mon apprentissage du tarot, on m'a beaucoup insisté sur le fait que les arcanes majeures, c'était les archétypes qui permettaient vraiment d'explorer quelque chose un peu initiatique, un voyage, des symboliques universelles. Et je trouve que pour moi, en tout cas, c'est plutôt une grande facilité d'interpréter les majeurs dans mon cadre à moi, qui va être de créer des rituels, communiquer avec l'invisible, etc. Là où les mineurs, en tout cas dans mon apprentissage, étaient plutôt de l'ordre du quotidien, l'exploration du quotidien, notamment les cartes de cours qui vont potentiellement représenter son entourage, etc. Et où du coup, j'ai du mal à en faire retirer une substance plus magique ou spirituelle, si je peux dire. D'accord. Ok. C'est vrai que si on les prend, les mineurs, donc pour moi, ils sont beaucoup plus riches justement dans cette approche-là, parce qu'il y a les éléments sur lesquels je m'appuie. Tu vois, j'ai créé l'an dernier un programme qui s'appelle le tarot de la plante esprit. Donc toujours cette exploration de la plante et de l'aromathérapie magique, etc.
en lien avec les mineurs, c'est-à-dire pour moi la série des épées ne sert à nous connecter à nos pensées et en lien avec le coaching aussi, tu vois, donc penser, derrière semer avec les deniers, avec la terre et puis ensuite avec les émotions nettoyées, avec l'eau et puis en finale les bâtons et le feu et l'action, tu vois, ça moi je trouve qu'il y a vraiment Mais complètement, il y a tu des vois, beaux un lien très fort avec l'exploration qu'on peut en faire et à chaque fois se connecter aux plantes qui nous aident. Mais bon, moi, c'est ma pratique de coaching. Je vois toujours l'idée de mener un projet avec le tarot. Donc, c'est plus les mineurs qui m'aident parce que les majeurs, justement, bah, elles m'aident à me connaître. OK, quand je sais ce que je veux et qui je suis, à peu près quand je suis passée par les étapes des majeurs, bah, après, je m'appuie sur les mineurs pour, bah, comme tu dis, pour mettre tout le concret, tout à fait. Et moi, j'adore le concret. Donc, c'est vrai que t'as une pratique plus spirituelle, du coup, c'est peut-être ça. que moi. Mais c'est bien, tout est OK, de toute façon. C'est ce que je trouve magique aussi, tu vois, dans ces interviews que je fais sur le podcast, c'est, j'apprends tellement de mes invités parce qu'ils ont toujours quelque chose de surprenant à me dire, qui moi aussi me fait réfléchir, tu vois, dans ma propre pratique. Je vais beaucoup plus utiliser le Rider-Waite-Smith que le Marseille parce que les mineurs sont illustrés et que ça va me permettre de plus facilement voyager qu'avec le Marseille qui est pour moi hyper intéressant au niveau des majeurs mais avec lequel j'ai plus de difficultés à me laisser porter, me laisser voyager dans les mineurs. Donc c'est vrai que si en tout cas j'explore les mineurs, ça sera toujours avec une base Rider-Waite. Hmm. Est-ce que tu as un jeu préféré, justement, sur une base rider, disons? Quel est le jeu de tarot que tu as, ton chouchou? J'adore. Alors en anglais, c'est le Mystical Dream Tarot. En français, ils l'ont traduit, je crois, en tarot onirique. Du coup, c'est un tarot qui est vraiment pleinement dans l'exploration des états de conscience modifiés, de l'invisible, du rêve. Donc voilà, qui va vraiment explorer l'invisible pour le coup, et je l'aime beaucoup. Le tarot onirique. Ouais, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle en français, et sinon en anglais, de sûr, c'est le Mystical Dream Tarot. Je le noterai comme ça. Je vous le mettrai en barre de description aussi. J'essaierai de vous trouver le lien. Ça y est, maintenant je me le remets en tête. Marie est allée le chercher pour me le montrer. Voilà, c'est un super jeu, en effet, qui est pas très connu et qui peut être super utile pour l'introspection et l'exploration intérieure aussi. Hmm. Est-ce que tu aurais, maintenant qu'on connaît ton tarot chouchou, est-ce que tu aurais une pratique, quelque chose que tu aimerais partager justement avec nos auditeurs par rapport à ta pratique des cartes? Oui. Bah, alors, il y a quelque chose que je sais qui est un petit peu, qui est pas forcément le plus utilisé avec le tarot, c'est d'élaborer des rituels avec le tarot. Hmm. C'est-à-dire que bah, comme j'ai une pratique magique, je vais créer des rituels de toutes sortes, souvent en lien avec les cycles, justement, avec les énergies des saisons ou des lunaisons. Et donc, le tarot va m'aider à déterminer quand le moment sera le plus propice, par exemple, la datation. Ça peut être également pour identifier avec quel type d'éléments je peux travailler, pour m'aider à définir un peu plus précisément une intention. En fait, toutes les étapes de mon rituel, pas pour tous mes rituels, mais parfois je vais aimer utiliser le tarot pour m'orienter et pour aller aussi un peu être un peu plus créative et aller chercher de nouvelles sources d'inspiration. Parce que bah, ça fait 13 ans que je crée mes rituels, j'en crée 3 par mois environ pour ma communauté, plus mes rituels pour moi. Ce qui fait que bah, en tout, par mois, en fait, il y a même 2 rituels par semaine hein, sur Magie saisonnière. Donc ça fait énormément de rituels et pour explorer tout ça. Et du coup, voilà, le tarot m'aide à aller chercher de l'inspiration, à trouver des choses que j'aurais peut-être pas imaginées et pensées toute seule. Quoi. Et quand tu construis un rituel avec le tarot, ça m'intéresse. Tu prends, par exemple, tu vas prendre ton tarot, tu te dis, bon là, je vais devoir construire un rituel pour mon groupe. Hein, tu as une communauté qui s'appelle Oui, en fait, la plateforme en ligne, c'est Magie saisonnière et je les appelle les weirdos, mais c'est pas les très Weirdos, important. voilà. Donc c'est un membership, hein, du coup. On peut C'est s'y ça. inscrire. Les gens qui veulent participer à ton membership, du coup, à ta communauté, peuvent s'inscrire et tous les mois, du coup, tu leur partages des choses, des rituels, donc du coup, à faire eux-mêmes et à expérimenter eux-mêmes. Oui. Pour créer un rituel avec les cartes, du coup, tu vas, par exemple, dire, bah là, je voudrais créer un rituel pour la nouvelle lune, par exemple. Oui. Tu vois à peu près sur quelle énergie tu es parce que c'est une nouvelle lune, par exemple, en Lion. Mais tu aimerais trouver un rituel peut-être. Et là, si tu vas tirer une carte et cette carte va te donner
un petit peu l'énergie vers lequel tu pourrais construire ton rituel ou va te donner carrément une idée de rituel? Alors en effet, je pars quand même d'un point de départ qui sont les énergies du moment et comme tu dis, une nouvelle lune en Lion. C'est sûr que je vais pas faire un rituel de libération, de bannissement, parce qu'on est plutôt sur créer quelque chose, c'est le renouveau. Par contre, pour aller un peu plus en profondeur de l'intention, je vais souvent tirer une première carte qui va m'aider à comment dire, orienter un peu plus le rituel. Par exemple, je vais prendre par hasard la carte du pendu. Par exemple, si je tire le pendu pour une nouvelle lune en Lion, ça va me permettre de me dire, ok, c'est un renouveau, c'est un élan autour plutôt de quelque chose d'intérieur qui va me demander pas tant d'agir concrètement dans la matière, mais plutôt de prendre un temps d'exploration intérieure, de faire le point, de faire un bilan, et que c'est malgré que ce soit une nouvelle lune, c'est peut-être pas forcément le moment de lancer quelque chose de complètement nouveau, mais plutôt d'aller revisiter ce qui est déjà présent. Donc cette première carte, par exemple, va m'aider à identifier un peu plus clairement une intention. Et par exemple, je pourrais avoir une deuxième carte qui me dit, OK, maintenant, comment je fais concrètement pour réaliser ce rituel? Est-ce que un conseil, une guidance pour savoir est-ce que ça va être un rituel qui va utiliser plutôt les éléments ou plutôt un rituel en lien avec un invisible plus particulier. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Tout à fait. Ça va? Non, non, enfin pour moi c'est très clair en tout cas. J'espère que ça le sera pour vous. Si c'est pas clair, posez des questions sous le post Instagram et puis on y répondra. Et mais non, non, tout à fait. Pour moi c'est clair effectivement de s'aider des cartes pour nous donner une indication d'énergie en plus d'une énergie générale globale et de préciser en fait. Ça te sert de carte de précision pour Oui, orienter ton rituel. Encore une fois, les cartes là sont utilisées comme un lien avec l'invisible, en fait, avec l'énergie du moment. c'est ça. Et après, au sein des rituels, en tout cas pour toutes les nouvelles lunes et les pleines lunes, puisque je ritualise tous les mois pour chaque nouvelle lune, chaque pleine Mm. lune, je propose un tirage de 3 cartes que je réalise pendant le rituel. Donc j'ai le tirage d'avant rituel pour m'orienter, à créer les rituels, et après à l'intérieur du rituel même, je refais un tirage pour essayer de comprendre justement comment je suis en train de transformer ma réalité à travers mon rituel, qu'est-ce qui est en train de se passer, comment je peux l'accompagner pour la suite, etc. Donc ça peut m'aider autant avant, mais aussi pendant un rituel. Et là, il me vient une question. J'ai plein de questions pour toi, Marie. C'est si curieux. Parce que moi aussi, je travaille avec les lunaisons et moi aussi, je m'aide du tarot des fois pour comprendre. Je m'aide aussi je me suis formée à l'astrologie et donc je m'aide aussi de la carte du ciel. J'essaie de Mhm. trouver qu'est-ce qui se passe dans le ciel à ce moment-là. Quand j'avais créé mon membership aussi que j'ai arrêté là aujourd'hui qui s'appelle Moon, j'allais chaque lunaison ou les ateliers tarot lunaire comme je les appelais, du coup chaque lunaison, j'allais chercher ce qui allait dans le ciel, je tirais 2 cartes de tarot et avec tout ça, je créais une pratique de cartes. Donc c'est pour ça que ça m'intéresse et que j'ai une question pour toi. Donc est-ce que tu fais tous tes rituels toi 2 fois par mois, tout le temps? Est-ce qu'il y a des moments où t'en as pas un peu marre, mais où personnellement, en fait, ce qui m'intéresse, savoir si tu arrives à pratiquer, tu as besoin des fois de faire une pause dans tes pratiques, parce que comme tu crées énormément de rituels, je me dis, tu vois, une pratique très ritualisée comme ça, journalière, enfin, presque journalière finalement. Toi, personnellement, comment tu le vis ça? Alors, en sachant que dans les rituels que je partage, il y en a qui sont certes en PDF, donc ça va être parce que je propose un rituel pour le premier quartier, le dernier quartier aussi, plus les rituels de saison et nouvelle lune et pleine lune. Il faut savoir que nouvelle lune, pleine lune et saison, je les fais en vidéo. Donc je fais le rituel de toute façon. C'est-à-dire que les gens ne reçoivent pas juste un petit rituel écrit. Ils ont le rituel vidéo, je le vis avec eux, et les rituels de saison, je les fais tous en live avec ma communauté. On ritualise ensemble. Donc, je me pose pas la question vraiment de est-ce que ça me convient ou pas. Enfin, si, évidemment, parce que ça me convient. Mais je veux dire, je me pose pas la question de le faire ou pas, parce que je le fais forcément. Ce que je vais pas faire forcément, c'est les derniers quartiers, les premiers quartiers, que je fais pas chaque mois, parce que j'en ai pas forcément l'envie ou le besoin. Mais nouvelle lune, pleine lune et saison, oui, dans le sens où, au-delà de la partie rituelle de magie, où on pourrait faire une demande spécifique, c'est surtout un moment de célébration.
c'est un moment où j'honore le cycle, où j'honore les astres, où je prends un temps de recueillement. Donc ça, pour moi, même si j'ai moins envie de faire de la magie, j'ai toujours envie de prendre ce temps-là. C'est une forme de religion, hein, c'est une spiritualité où en effet il n'y a pas vraiment de pause, même si par contre on peut adapter et des fois ça peut être des rituels qui vont être beaucoup plus courts, d'autres qui vont être beaucoup plus longs. Ça va dépendre en effet de notre énergie, etc. Et après, je conçois complètement que tout le monde n'ait pas envie d'avoir cette routine de rituel. Il se trouve que moi, ça me convient, donc c'est cool. Peut-être qu'un jour, ça ne sera pas le cas. En tout cas, aujourd'hui, ça fait 4 ans que je fais ça et je suis pleinement épanouie dans ce rythme que j'ai établi. Et ça me permet, juste pour finir, le fait qu'il n'y ait pas de coupure, de vraiment vivre le cycle. Parce que ce que j'explique, c'est que le cycle, il a pas de coupure, quoi. Par contre, je vais pas faire des rituels différents à chaque étape du cycle. En fait, sur une année, on a un gros rituel qu'on nourrit tout le long des saisons et des lunaisons. Donc c'est pour ça aussi que ça passe bien, parce que c'est des rituels qui sont cohérents les uns avec les autres. C'est pas à chaque fois une nouvelle intention avec une nouvelle pratique. Ce serait un enfer, je pense, sinon, clairement. Hmm. Donc, tu proposes quelque chose, une intention globale sur le cycle général, et après, c'est plein de petits rituels qui vont nourrir cette intention globale. C'est ça. Hyper intéressant. Ah ben merci pour ce partage parce que c'est riche et ça m'interroge parce que moi, c'est vrai que j'aime avoir ce moment pour moi aussi, même si je le partage pas du coup avec ma communauté, mais ce travail avec les lunaisons, en tout cas avec les nouvelles lunes, pour moi, il est hyper important. Et depuis que je le nourris, et des fois, il y a une nouvelle lune où je suis vraiment tellement ailleurs que je préfère ne pas le faire que de pas avoir vraiment une heure pour moi. Mais depuis que je nourris ce travail-là personnel, j'ai énormément évolué. J'en parlais dans la dernière masterclass d'ailleurs. J'ai énormément évolué dans la compréhension de ce qui m'arrive et dans l'acceptation de moi, toi, par exemple, avant, je voyais arriver l'hiver avec un stress pas possible. Et maintenant, pas du tout, tu vois. Je rentre dans l'hiver avec énormément de calme et de patience et j'accueille justement cette saison avec tout ce qu'elle a à m'apporter. Tu vois, c'est vraiment quand on commence ce travail, et c'est pas toi, je pense, qui va me contredire. Il y a vraiment un côté d'acceptation de soi et du moment en fait qu'on vit qui est hyper Ouais. riche. Mm. C'est hyper intéressant parce que c'est exactement ça qui se passe aussi. Et acceptation, et du coup, c'est une harmonisation, c'est-à-dire que le fait de comprendre chaque étape du cycle, de la saison ou de la lunaison, le fait de la comprendre va nous aider à l'accepter et du coup à s'harmoniser parce que on peut pas le changer. L'hiver, il sera là tous les ans. Tu peux pas le supprimer. Plutôt que d'être toujours en confrontation avec ça, c'est une forme de lâcher prise et de se laisser porter. Ça veut pas dire que tu vas adorer l'hiver, mais en tout cas, tu le comprendras et ça sera plus facile de le traverser, quoi. Mm. Comme ça, un travail très intéressant que tu nous proposes, que tu proposes du coup à ta communauté et même à tout le monde, puisqu'il y a plein de contenus gratuits sur ton site. C'est énorme ce que tu partages. Je pense qu'il y a plein de vidéos YouTube aussi. Oui, Tu partages énormément de choses aussi. Enfin, vous pouvez vous référer au travail de Marie. Franchement, c'est toujours très clair et super généreux. merci. Comme aujourd'hui sur ce podcast. Tu as aussi, alors là, à un moment donné, tu as exploré ce qu'on appelle les runes. Alors, on passe à côté, on va à côté du tarot, mais moi, j'ai mon amie Judith aussi qui s'était passionnée. D'ailleurs, elle a acheté ta formation sur les runes. À un moment donné, on s'était vraiment posé la question justement au Tarot Festival d'amener quelque chose à ce niveau-là. Parce que bon, il y a eu un gros engouement sur les runes. Je trouve que tu es celle qui a exploré la pratique. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais je connais pas tout le monde. Désolée du coup. Je veux pas blesser personne, mais je trouve que tu as exploré ce travail-là des runes. Et puis, tu habites en Suède. Et donc, franchement, les runes, c'est aussi, enfin, pour moi, un peu un objet du paganisme nordique, quoi, en fait, un alphabet. Je sais pas comment tu le définis, ça, les runes, toi. Ouais, alors ouais, les runes, c'est un énorme sujet qui me passionne. Oui, tu vois, je pense à la même hauteur que le tarot pour toi est une passion. Les runes, c'est ma passion divinatoire, c'est clair. C'est ce que j'aime le plus, mais ça va au-delà de la divination, en effet. Donc c'est un alphabet nordique de base, et historiquement, c'est avant tout et surtout ça, en fait. C'est un alphabet qui est un peu particulier puisque les symboles vont avoir
la graphie en fait vont avoir un son mais aussi une signification. Contrairement à notre alphabet latin, par exemple, la lettre A a le son A et c'est tout. Il n'y a pas de sens derrière la lettre A. C'est parce qu'elle va former un mot avec d'autres lettres qu'elle va avoir un sens. Tout ça pour dire que du coup, chaque rune du futark, donc c'est le nom de cet alphabet, va avoir des symboliques et un sens un peu comme des idéogrammes. C'est un peu l'idée. Et du coup, historiquement, ce qu'on pense, ce qu'on est à peu près sûr, c'est que ça a été utilisé en magie. Mais pour ce qui est de la divination, il faut savoir que là, pour le coup, on n'a aucune certitude. Et c'est quelque chose qui est plutôt même récent, l'utilisation des runes en divination. Mais je trouve que c'est un support vraiment très complémentaire au tarot parce que ça nous emmène dans des sujets qui sont très différents. Parce que c'est vraiment sacré, en effet. Et du coup, pour répondre à ta question, les runes est aujourd'hui considéré pour les païens nordiques, outil sacré et comme un intermédiaire entre les humains et les dieux. Donc c'est le moyen de communication que nous aurait offert le seigneur des runes, Odin, pour communiquer avec les divinités nordiques. C'est passionnant. C'est vrai que c'est le travail avec les runes est passionnant. Bon, moi, je connais pas grand-chose. Je connais les runes, je connais l'oracle qu'a créé Gulliver l'aventurière et Lyra. Cet oracle est sorti il y a quelques années déjà et qui a ouvert les runes peut-être au grand public, disons. Peut-être on peut dire comme ça. Et je n'en connais que ça. Donc, c'est vraiment très court, mais... Juste pour te dire, parce que je pense que ça peut être assez intéressant, c'est que, alors moi, j'ai rien du tout contre les jeux qui reprennent les runes, les jeux de cartes, parce que je pense que c'est un bon moyen de découvrir les symboliques et les significations des runes de manière un peu plus intuitive et puis ludique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le tirage de runes n'a rien à voir avec le tirage de cartes. Puisque un tirage de cartes, tu lances pas ton jeu de cartes dans les airs et puis tu vois ce qui tombe. Tu vas toi avoir à un moment donné, peu importe comment tu vas faire, soit une carte qui saute, soit tu coupes ton jeu, soit tu piques une carte, mais tu as vraiment une démarche où tu vas choisir une carte. Là, c'est les runes qui te choisissent, puisque du coup, normalement, tu lances ton jeu de runes et du coup, toutes les runes vont se répandre. Et c'est comme ça que tu vas faire tout le travail divinatoire et d'interprétation. Donc, c'est une démarche qui est complètement différente que les cartes. Et c'est ça que j'aime. Oui, une technique particulière. On va s'approcher tout doucement, Marie, de cette fin de l'épisode. Merci en tout cas pour tout ce partage très, très riche encore une fois. On va parler peut-être de ton actualité pour terminer. Est-ce que tu veux parler de ce que tu fais en ce moment, ton actualité pour septembre, puisque ton épisode... on est là début septembre, mais il va sortir le 25 septembre. Donc, à partir du 25 septembre, si tu veux partager quelque chose. Eh ben, du coup, je continue Magie saisonnière, qui est du coup, on en a beaucoup parlé dans le podcast, donc je vais pas revenir dessus en détail, mais qui est le petit abonnement mensuel et qui permet de pratiquer la magie avec les cycles. Et puis, je continue aussi des ateliers en ligne chaque mois si ça vous intéresse. Sauf que maintenant, j'ai un mois un atelier, un mois une conférence. Donc, soit un atelier en ligne, soit une conférence par mois. Il y a des sujets comme la purification, la protection, la cartomancie. Je vais également faire sur les égrégores, la magie des plantes. On explore plein de sujets en conférence. Et puis, il y a le programme des runes qui est toujours existant et le programme magie des cycles qui permet d'apprendre un peu plus profondément avec les cycles. Pour bien comprendre, c'est que c'est une formation plus complète que les gens font en autonomie finalement. C'est ça, c'est-à-dire que dans magie saisonnière, on est sur des pratiques au quotidien avec les énergies du moment, alors que magie des cycles, c'est comprendre comment magie saisonnière Fonctionne. fonctionne en fait. Et du coup, on va apprendre tous les cycles, saison, lunaison, semaine, journée, et on a une prof de yoga qui intervient. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont autour de ça. Et voilà, et il y a plein de projets à venir. Plein de projets à venir. Mais ce serait trop long. Tout à fait. Donc, je vous invite à aller suivre Marie si c'est pas déjà fait, et sur sa chaîne YouTube, et sur son compte Instagram, et d'aller voir ce qu'elle propose sur son site. Je mettrai tout ça en barre d'épisode, bien sûr. Merci Marie, en tout cas, pour ce partage. Merci du temps que tu m'as octroyé sur le magicien. N'oubliez pas de mettre un commentaire sur le compte Instagram sous cet épisode-ci, si cet épisode vous a plu. Et puis, je vous dis à très, très vite. À bientôt, Marie. Merci beaucoup, merci encore.
Voilà la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains. Soutiens le magicien en laissant un avis ou un commentaire sur ta plateforme préférée, Spotify ou Apple Podcast. De mon côté, il me reste à te souhaiter une excellente suite de l'aventure. Où que tu sois, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Bye bye!